Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Chacune son rêve. Par Daniel Le Sueur. Chapitre 1, manuscrit de Francine. Novembre 1905. Je vais écrire ces choses. Je ne puis pas faire autrement. Le secret professionnel m'interdit de les révéler à qui que ce soit au monde. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai accompli, la responsabilité que j'assume, tout cela compose un fardeau trop lourd pour ma conscience, pour mon cœur. Je ne suis qu'une jeune fille, isolée, désarmée, intimidée devant la vie, malgré le titre de docteur en médecine que je viens de conquérir. Oh! Oui, intimidée devant la vie. Combien je la trouve impénétrable, déconcertante, quand je la vois s'entr'ouvrir sur des abîmes de passion, de mystère, de douleur, peut-être de scélératesse et de crime, comme ce qui m'en est apparu, pour s'effacer aussitôt et à jamais devant moi. Combien elle me sera difficile à vivre, avec la charge redoutable que j'ai assumée. Et que, il y a quelques jours à peine, j'étais encore presque insouciante, malgré la gravité de mon destin. Ma situation d'orpheline, ma pauvreté, mes études ardues, sans distraction, sans loisir, sans joie, n'avaient abattu en moi ni le courage ni l'espérance. Je touchais au but. Ce titre de docteur, à 24 ans, comme j'en étais fière. Avec ma volonté forte, dont j'éprouvais la vigueur, ainsi qu'un champion qui fait plier et vibrer la lame de son fleuret avant l'assaut, je ne doutais pas de l'avenir, je ne doutais pas du succès, je ne doutais pas du bonheur. Mais aujourd'hui... Quoi, si vite en quelques jours que dis-je? En quelques heures tout s'est assombri, transformé. Quel drame ai-je traversé? Qu'ai-je fait? Mon cœur se crispe. Une angoisse l'étreint. Alors moi qui me sens faible pour la première fois, à cause du poids écrasant tombé soudain sur mes épaules, moi qui n'ai personne pour m'aider à le porter, ni mère, ni amie, ni confidente, ni fiancée, moi qui, d'ailleurs, ne voudrais en faire partager le péril à nul être au monde, je prends cette nuit dans le silence, un feuillet blanc, que je place sous ma lampe, et qui recevra la tragique confidence. Aussi bien, ne faut-il pas que tous les détails, jusqu'aux plus insignifiants, subsistent quelque part, impérissables? Ma mémoire peut faiblir, et si je disparaissais brusquement? Fixons ici une trace de cette aventure, qui, autrement, finirait par m'apparaître inconsistante et invraisemblable comme un rêve. Je me le dois à moi-même. Et je le dois aussi à ce petit infortuné, qui, plus tard, ne possédera pas de trésor plus précieux que mon témoignage. Ce document, je lui trouverai bien une cachette assez sûre pour qu'on ne l'y découvre point, moi vivante, assez accessible, pour qu'il n'y reste pas scellé à jamais, si je meurs sans avoir pu en disposer. Il y a quelques soirs, je me trouvais ici, dans cette chambre, ma chambre d'enfant, de fillette, d'étudiante, la chère petite chambre de mes vacances, à Claire-Source. Claire-Source, le joli nom. Il représente jusqu'à ce jour, et peut-être pour toujours, la seule gaieté de mon existence. C'est la maisonnette campagnarde de ma tante Stéphanie, excellente vieille fille, créature du bon Dieu, à qui je dois les petites douceurs, les petites gâteries, la petite illusion d'un foyer, d'une famille dont, sans elle, j'eusse été absolument dénuée. Donc, je passai une quinzaine ici, prenant quelques repos après la soutenance de ma thèse. Mercredi dernier, il y aura 8 jours demain, j'avais déjà souhaité le bonsoir à ma tante, et je m'apprêtais à me coucher de bonne heure, pour lire au lit un ouvrage qui m'intéressait, lorsque la sonnette de la grille tinta. Surprise, je sortis sur le palier, où je rencontrai notre jeune servante, les yeux élargis d'effarement. « Qu'est-ce que ça peut être, mademoiselle Francine? Je n'ose pas descendre. J'ai peur. En voilà une froussarde. Eh bien, venez avec moi. Il faut voir, c'est sans doute pour quelqu'un de malade. On sait que je suis médecin, et c'est... » Je prononçais le mot avec l'enfantillage d'un peu d'orgueil. Cependant,
Je n'avais pas attendu mon doctorat pour donner mes soins à tout ce petit monde villageois. Jusqu'alors mes clients rustiques avaient respecté le repos de mes nuits. Il est vrai que leur santé à toute épreuve ne m'eût pas fait une carrière bien occupée, ni surtout bien fructueuse. Sais-je eu l'idée, qui ne me vint jamais, de leur réclamer des honoraires. Nous descendîmes donc, Estelle et moi. Le bougeoir de jardin tremblait aux mains de la poltronne. Devant notre modeste grille de bois, une auto était arrêtée, une grande limousine, dont les phares étendaient un éventail d'éclatantes lumières, dont les vernis, les nickels miroitaient en dépit des demi-ténèbres. Une voiture de grand luxe, à ce qu'il me sembla. Un homme en était descendu pour sonner. Un autre chauffeur demeurait sur le siège. Enfin, dans l'intérieur, je m'en rendis compte presque aussitôt, se tenait une religieuse. Mademoiselle Francine, que l'on nomme dans le pays le docteur Francine, me demanda l'homme, avec déférence. Visage banal, rasé, tenue bourgeoise avec ce je ne sais quoi qui décèle quand même les attitudes du service. Il me fit l'effet d'un intendant, d'un majordome. Un peu d'accent altérait la correction parfaite de ses paroles. Mais un accent à peine appréciable provincial, peut-être plutôt que étranger. C'est moi. Mais me hâtai-je d'ajouter, je n'exerce pas ici, sauf auprès des indigents. Voulez-vous l'adresse d'un de mes confrères, à Parmain, à Beaumont? Mademoiselle, c'est pour une jeune femme en couche, près d'ici. Elle souffre atrocement. Elle ne veut qu'une femme auprès d'elle, une question d'humanité. Si vous jugiez qu'une autre intervention est nécessaire, il serait toujours temps. Mais je ne suis pas sage-femme. La religieuse, sans quitter l'auto, s'approcha de la portière. Docteur, commença-t-elle et faut-il l'avouer? Cette façon de m'interpeller me flatta, me disposa favorablement. À quoi tiennent nos décisions? Docteur par la sainte charité chrétienne, ne refusez pas. Il s'agit surtout d'influence morale, je m'y connais un peu, je ne crois pas à un cas compliqué, mais la pauvre créature est à bout de force, elle ne veut qu'une femme d'ailleurs. La bonté, la solidarité féminine, voilà ce qu'il nous faut, la situation est délicate. Elle baissa encore la voix, pour m'insinuer la dernière phrase. Cette religieuse, je ne reconnaissais pas du tout son ordre, ne voyant qu'un vague paquet noir, et une étroite cornette blanche, épinglée d'un voile également noir, dont l'ombre me dérobait presque tout à fait son visage. Cette religieuse, à l'intonation papelarde, ne parvenait pas à m'émouvoir. Elle ne sentait pas ce qu'elle disait, elle récitait une leçon. Mais quoi? Ces femmes, qui côtoient tant de misère, ne peuvent les partager toutes. Celle-ci garde malade et était peut-être engourdie, hébétée de veille. Ce qu'elle proférait machinalement, n'en était pas moins la vérité. Une malheureuse se tordait dans les douleurs les plus atroces qui soient, compliquée de je ne sais quelle souffrance morale, souffrance trop facile à deviner des maternités clandestines, tragiques. Elle criait après la sympathie d'une autre femme, non pas après les soins vulgaires d'une professionnelle de village, mais après la fraternité compréhensive d'une âme proche de la sienne. La pitié parla en moi. Puis, d'autres sentiments aussi. Ne sommes-nous pas des êtres trop complexes pour qu'aucune de nos impulsions soit simple? Nous attribuons toujours au ressort le plus honorable, le déclenchement de notre volonté. Que de causes obscures, dont nous nous plaisons à ignorer l'influence. Mais comme je veux ici tout dire, je dois reconnaître qu'une sorte d'attraction romanesque s'ajouta, pour me décider, à l'entrain généreux. La mise en scène nocturne, l'élégance de la voiture, le roman qui me serait divulgué, le choix qu'on faisait de moi, la confiance qu'on me témoignait, même ce qu'il y avait d'un peu hasardeux à partir ainsi dans les ténèbres, vers le mystère, tout eut sa part dans la légère exaltation, où s'échauffa définitivement mon zèle secourable. Soit. Un instant Estelle, cherchez-moi vite mon manteau de voyage, ma trousse, et une écharpe pour jeter sur ma tête. Lorsqu'elle revint avec ces objets,
Je lui enjoignis de prévenir ma tante. Allons-nous loin? Demandai-je. 3/4 d'heure d'ici. Que mademoiselle ne se préoccupe de rien. L'auto sera à ses ordres pour le retour. Vous entendez, Estelle, dites bien à ma tante qu'elle ne s'inquiète pas. Enveloppée dans mon grand manteau, l'écharpe de gaze posée sur mes cheveux, je montai dans la voiture. Comment? L'individu que j'avais pris pour un intendant m'y suivait. Cela ne me plut guère. Qu'il fût venu à l'intérieur de la limousine, avec l'infirmière, soit. Mais maintenant que nous étions 2 femmes, mon inconscient seul ajoutait, dont Madame le docteur Francine. Il aurait pu s'asseoir à côté du chauffeur. La température même ne lui aurait pas rendu trop pénible ce devoir de respect. Car la nuit de novembre était tiède. J'abaissai la vitre à côté de moi. Un air moite, humide, mais sans pluie me caressa le visage. Je voulus demander quelques renseignements sur l'état de la personne à qui je portais mes soins, mais songeant que j'aurais tout le temps, je laissai ma pensée s'évader au dehors, dans l'enchantement triste de la nuit. Une vague clarté tombait du ciel, sur de grands espaces obscurs. Comme nous filions à toute vitesse vers Persan, c'était, de part et d'autre de la route, la morne étendue des champs de betteraves, cultivés pour les raffineries. Bientôt commença la petite cité ouvrière. Quelle muette résignation dans les ténèbres pâles, de toutes ces humbles maisonnettes pareilles, avec leur unique porte, leur unique fenêtre, leur échelle de poule, montant à l'unique étage, dans le carré de leur jardinet. Quel silence, quel lourd sommeil! L'auto jetait sur chaque pauvre façade close le regard brutal de ses phares. Et mon cœur se serrait comme à l'hôpital, quand le chef de service, découvrant devant nous quelques tares humaines, sur un pauvre corps de misère, y projette sa science et nous instruit, sans se soucier des pudeurs et des épouvantes que brutalise l'impitoyable clarté. Nous passâmes l'Oise, sur le pont de Beaumont. La côte fut montée, la petite ville traversée en un éclair. Encore une route à travers champs. Puis nous pénétrâmes dans la forêt de Carnel. Un imperceptible frisson me traversa. Ici, la vraie obscurité, la vraie solitude, le sourd abîme où nul cri ne serait entendu. Et j'y étais seule, avec des gens que je ne connaissais pas. La présence de la religieuse me rassurait. Je me tournai vers elle, pour lui poser enfin les questions nécessaires. L'intérieur de l'auto n'étant pas éclairé, je distinguais très vaguement les physionomies de mes compagnons de route. Et je les avais si peu, si mal vus, dans une si hésitante perplexité, que je ne les imaginais pas davantage. Ma sœur, commençai-je à voix basse, voudriez-vous me donner quelques indications sur la personne auprès de qui vous me conduisez? Oui. Elle est jeune, m'avez-vous dit, très jeune? Vous en jugerez. Vous ne savez pas son âge. Est-elle primipare? Mais, interprétant aussitôt le terme scientifique, est-ce son premier enfant? L'infirmière ne répondit pas. Elle s'agita un peu. Et il me sembla, au mouvement de sa jambe contre la mienne, qu'elle avançait le pied pour chercher celui de l'homme placé en face de nous, sur un des strapontins. Comme s'il eût attendu le signal, cet individu prit la parole. « Mademoiselle, me dit-il toujours avec le même ton déférent, ne vous alarmez pas. Madame la religieuse ici présente vous jurera, comme je vous le jure moi-même, que vous n'avez rien à craindre. » Cet exorde ne laissa pas que de m'impressionner fort désagréablement. Mais j'étais en pleine forêt nocturne, dans une auto qui faisait du 80 à l'heure. Inutile par conséquent, de bouger ou de crier. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Ce fut la religieuse qui continua. Sa voix onctueuse me parut plus inquiétante. Vous comprendrez, docteur. Vous ne nous en voudrez pas. La naissance à laquelle vous allez aider doit être entourée du plus profond mystère. Des malheurs effroyables seraient le résultat d'une indiscrétion, même la moindre.
Vous nous permettrez donc, avant notre sortie de cette forêt, de vous bander les yeux. Jamais. Comment, m'écriai-je révolté. Et le secret professionnel, j'y suis astreinte sur l'honneur. Ose-t-on supposer que j'y faillirais, Certes non mais enfin. L'intérêt même m'y oblige, voyons, ajoutai-je. Un médecin qui ne s'y tiendrait pas scrupuleusement, ruinerait sa carrière. Vain argument. Mes compagnons ne m'écoutaient pas, plaçant un ou deux mots d'acquiescement vague, pour mieux saisir l'opportunité de leur action. Mais, encore une fois, je crus surprendre un échange de gestes, comme un signal. Aussitôt une étoffe opaque s'enroula autour de ma tête, me couvrant le visage, si étroitement que je crus suffoquer. Et quelle terreur! Ces gens voulaient m'étouffer. J'allais mourir, mais non. L'un d'eux dit à l'autre. Je tiens bien. Tu peux dégager la bouche. Ce tutoiement me frappa. Surtout, lorsqu'avec une respiration plus libre, me revint la faculté d'observer, alors que le son de cette phrase persistait dans mon oreille. C'était la religieuse qui avait parlé. Du moins j'en eus l'impression, bien que la voix, moins contenue, eût pris tout à coup une rudesse masculine. La main qui me tenait le bras de son côté, possédait une vigueur plutôt singulière pour une femme. Depuis cet instant, je suis demeurée persuadée que la soi-disant porteuse de cornette était un homme. Cependant, je n'en eus pas d'autre preuve. Après tout, il existe d'assez robustes paysannes, qu'elles aient ou non droit à l'habit monastique, pour avoir rempli cette méchante mission avec une semblable énergie. L'individu assis sur le strapontin me serrait l'autre bras dans un étau non moins solide. En même temps, il tordait et maintenait l'étoffe dont j'étais aveuglée. Pour avoir plus de force et mieux prévenir tout mouvement de ma part, il se penchait sur moi jusqu'à me toucher de sa poitrine, tandis que ses genoux captaient rudement les miens. La fureur et l'écœurement de ce contact m'affolaient. Ces violences physiques sur ma personne me faisaient bouillir le sang. Mais que dire? Que faire? Ils étaient les plus forts. Et dans l'angoisse de ces intolérables minutes, je n'avais qu'un espoir, c'est qu'ils ne m'eussent pas menti. La fin de cette horrible course serait-elle vraiment ce qu'ils m'avaient annoncé? Plus au ciel. Aveuglée, oppressée, impuissante, éperdue, je me sentais rouler dans un abîme d'effroi. Et ce n'était pas la mort que je craignais le plus. Combien de temps cela dura-t-il? À quelle distance de la forêt de Carnel s'arrêta l'auto? Dans quelle direction avait-elle roulé, à cette allure vertigineuse, unique indice qu'il me fut possible de percevoir? Je l'ignore. Je l'ignorerai, probablement toujours. À quoi servirait de risquer même une appréciation? La voiture eût viré pour retourner d'où nous venions, que je ne m'en serais pas aperçu. Quant à la durée, nous ne l'estimons qu'à la mesure de nos sensations. Ce qui me sembla d'interminables heures, n'était peut-être que de rapides minutes. Lorsque l'auto eut stoppé, les bras qui me maintenaient ne desserrèrent pas leur étreinte. Au contraire, il me parut que d'autres arrivaient à l'aide pour m'entourer, me traîner ou me porter. Car bien qu'on m'eût d'abord posé les pieds à terre, je ne crois pas m'en être servi ensuite, pour gravir les perrons et les étages dont je dus faire, plus ou moins volontairement, l'ascension. Lorsqu'on m'enleva l'espèce de casque d'étoffe, sous lequel je ne différenciais même pas la lumière de l'obscurité, je demeurai un instant ébloui. La terreur ayant fini par l'emporter chez moi sur l'indignation, mon premier mouvement ne fut pas pour protester contre le traitement subi. J'essayais de constater où je me trouvais, et ce qui m'y attendait. L'intervalle que mirent mes yeux meurtris et clignotants à recouvrer la netteté de leur vision suffit pour que ceux que j'appellerais mes ravisseurs s'esquivassent. Ni l'homme que j'avais pris pour un intendant, ni la religieuse fausse ou vraie haine, se trouvaient dans la chambre dont mon regard faisait le tour.
Cette chambre, largement éclairée à l'électricité, vaste et haute, voûtée dans le style gothique, avec des arcs doubleaux, avait 3 fenêtres, closes de volets intérieurs, et 2 portes, fermées peut-être à clé. Elle me fit un effet contradictoire, d'opulence et de délabrement. Par ses proportions, par son décor architectural, elle décelait une demeure plutôt somptueuse, un château sans doute. Mais, est-ce qu'une armée pillarde avait passé par là? Les rideaux, les tapis, les tableaux, le mobilier manquaient. Les murs étaient nus. Je consigne tout de suite une réflexion dont je ne m'avisai que plus tard. C'est qu'on avait dû démeubler cette pièce lorsqu'il devint indispensable d'y introduire un docteur, pour que cet étranger n'en gardât aucun souvenir distinct et caractéristique. À moins que ce ne fût une précaution d'hygiène, pour établir autour de l'accouchée un milieu aseptique, ainsi que j'en jugeais au premier abord. Il y avait naturellement les objets essentiels. Avant tout, le lit. Un lit quelconque, en bois sombre, assez large et sans aucune draperie. Puis une grande table, couverte d'objets de toilette ou de pharmacie, et des chaises fort ordinaires. Du lit s'échappait une plainte faible et continue, sans qu'on pût discerner le pauvre être qui gémissait ainsi. Et cette plainte exhalait tant de souffrance découragée, qu'elle me perça le cœur. À côté du lit, en face de moi, une femme se tenait debout. Si rapides qu'eussent été ces constatations, elles venaient après une autre, qui frappait aussi désagréablement mes sens que ma pensée. Une odeur de chloroforme saturait l'atmosphère. Moi qui venais de suffoquer à demi sous mon bandeau, je ne pus supporter l'asphyxiante impression. En même temps, je m'en alarmais comme médecin. De l'air, il faut de l'air ici, m'écriai-je. La personne qui se trouvait près du lit, ayant fait une espèce de geste vague plutôt négatif, je me dirigeai résolument vers une des fenêtres, pour l'ouvrir moi-même. Les volets pleins qui s'y appliquaient à l'intérieur résistèrent à tous mes efforts. Il en fut de même aux 2 autres croisées. Munis d'une fermeture hermétique, ils ne bougèrent pas plus que le mur même. Cette constatation m'incita à tâter les serrures des portes. Les portes étaient closes aussi solidement que les volets. L'inquiétante impression ramena ma main, meurtrie par la lutte, vers une petite sacoche suspendue à ma ceinture, où j'avais eu soin de placer ce soir-là, comme toujours pour mes sorties nocturnes, un revolver d'ailleurs minuscule et peu redoutable, un revolver bijou. Je possédais toujours la sacoche, mais on en avait enlevé le revolver fort adroitement, je dois le dire. Je ne m'en étais pas aperçu. Une exclamation indignée m'échappa. Où suis-je? M'écriai-je, presque avec fureur, en revenant vers la femme immobile. Quel est ce guet-apens? Chut, fit-elle, posant un doigt sur ses lèvres, et me désignant la forme torturée qui se convulsait sous les couvertures. Étrange chose, extraordinaire instant. La femme, une créature assez jeune, insignifiante, la silhouette enveloppée d'une blouse d'infirmière, son expression soumise et irresponsable, son geste de compassion profonde, sa mimique instinctive, mais vraiment sublime, qui semblait dire « qu'importe ». Voici de la douleur, et le reste n'est rien. Ceci me bouleversa, me transforma, me fit tout oublier. Une voix secrète me suggéra « Tu es médecin, agis, soulage ». Le lieu où j'étais, ce que j'y pouvais craindre, la violence qui m'avait été faite, tout disparut, la peur aussi bien que la colère, la curiosité, comme la volonté d'observation. Il ne me resta que l'exaltation du devoir professionnel, et la pitié. Je me penchai vers le lit de sang, mais m'arrêtai longtemps mes regards sur cette femme, qui n'avait pas encore prononcé un mot, et dont la seule attitude venait de m'impressionner, jusqu'à changer mon état d'âme. En écartant le drap, je compris pourquoi je n'avais pas encore pu distinguer qui s'y trouvait. La personne qui gisait là portait une sorte de serre-tête, comme ceux qui cachent le front et les cheveux des nonnes, sous la cornette. Ce linge blanc sur l'oreiller blanc, et qu'un système compliqué de rubans fixait à une robe de nuit à grande collerette Pierrot, où s'engloutissaient le menton et les oreilles,
ne formait qu'une seule masse, d'où émergeait bien peu de visages. Et ce peu de visages n'était guère moins blanc que le reste. La seule couleur différente, je ne le susse pas tout de suite, était celle des prunelles. Elles me parurent, quand je les vis, très sombres, d'un brun velouté, peut-être noir. Pour le moment, les paupières les recouvraient. Ces paupières abaissaient sur les joues une frange de cils tellement courte et régulière, qu'elle devait avoir été rognée avec des ciseaux, pour que l'expression des yeux devint ainsi méconnaissable. Dans le même but, assurément, les sourcils avaient été rasés. Bien que la complexion fût d'une brune, je ne pouvais préjuger de la nuance des cheveux, du moins de la nuance qu'adoptait cette jeune femme pour sa chevelure, étant donné les fantaisies de coloration et de décoloration que l'art capillaire facilite. Comment la reconnaître jamais? Ce masque blêmi, sans expression, sans parure, dénué de sourcils, presque de cils, étroitement encadré de ces blancheurs de linceul, qui sait? Dans l'éclat de la santé, de la vie, de la joie, avec la grâce d'une coiffure saillante, c'était peut-être une image de séduction. Des cœurs passionnés l'évoquaient peut-être en se consumant de désir. Hélas! Les traits me parurent délicats, réguliers. La distinction se marquait au galbe allongé de l'ovale, à je ne sais quoi de fin et de fier, qui subsistait malgré cet affreux appareil, et malgré les crispations de souffrance. Elle se décela également à l'élégance des attaches et des mains, lorsque je poursuivis l'examen de ce pauvre corps labouré par de terribles douleurs. Mais la disproportion des jambes et des pieds me frappa. Les muscles des jambes surtout, bien que d'un dessin remarquablement pur, ne se rapportaient pas, par leur développement et leur fermeté, à la gracilité fluette des bras. On aurait dit qu'une gymnastique spéciale avait exercé les unes, sans jamais faire travailler les autres. Mais la nature offre souvent, sinon toujours, cette espèce d'inachèvement ou de désharmonie, qui force les sculpteurs à faire poser plusieurs modèles pour obtenir un type complet de perfection plastique. Un fait certain, c'est que j'avais sous les yeux une très jeune créature. L'état qu'elle présentait à un examen médical fut resté incompréhensible si l'odeur du chloroforme répandu dans la chambre ne l'eût expliqué. L'influence de cet anesthésique, administré à une dose déraisonnable, imprudente sinon criminelle, suffisait à la rendre inconsciente et à paralyser presque entièrement le travail de la maternité, du moins le travail volontaire, celui où l'organisme se détermine sous l'éperon de la douleur. Inconsciente, elle l'était, mais non insensible. Sa chair torturée gémissait plaintifs gémissements qui déchiraient le cœur. Et sans doute, à cette lamentation physique, se mêlait le cri d'une détresse obscure, mais le cerveau ne discernait plus, ne répartissait plus la part cruelle des fibres saignantes, et l'autre part, plus cruelle peut-être, de l'âme angoissée. « Qu'a-t-on fait » murmurai-je. Sans l'intervention du chloroforme, tout se fut passé normalement. Tandis qu'à présent le pire est à craindre. Qui a osé appliquer ce stupéfiant avec une prodigalité si coupable? Je levai les yeux vers l'infirmière. Non pour une réponse positive à ma question, mais pour un éclaircissement quelconque, dont je pusse tirer parti. Elle me considérait avec anxiété, sans répondre. Et comme je lui dis encore quelques mots, renforcés par toute l'autorité dont j'étais capable, en appelant à sa conscience pour me venir en aide, elle finit par proférer des sons qui me furent totalement incompréhensibles. Elle parlait une langue sans aucun rapport avec celle que j'avais jamais entendue. Je ne rencontrais aucune syllabe familière dans ce que me dit cette femme. Pourtant, elle parut ensuite comprendre certains ordres que je lui donnais, certains noms d'objets que je la priais de me passer, lorsqu'elle s'appliqua, sous ma direction, à joindre aux miens ses efforts pour sauver la malheureuse jeune mère et son enfant. Jouait-elle un rôle imposé? Était-ce réellement une étrangère assez fraîchement débarquée de son pays, pour ne pas connaître un seul mot de français? Que sais-je? Pour moi, dans le drame, elle n'était qu'une comparse très inférieure.
La chance voulut qu'elle eût une sensibilité compatissante, beaucoup de bonne volonté, des gestes précis et agiles. Grâce à cette triple disposition, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.